femme m'a donné un ultimatum, elle ou ma mère, parce qu'elle est jalouse et veut être traitée comme une fille par ma mère. C'est pourquoi je songe sérieusement à divorcer. Un peu de contexte, ma mère et mon père étaient orphelins. Mon père est mort 2 semaines avant ma naissance. Ma mère n'avait vraiment aucun soutien. Alors, c'était juste nous deux. Je n'ai jamais manqué de rien, car elle a travaillé toute sa vie pour me donner la vie que j'ai aujourd'hui. Elle n'a même jamais eu le temps de reconstruire sa propre vie. Elle a fait tous les petits boulots imaginables pour que rien ne nous manque. Elle s'est souvent privée de nourriture pour que je puisse manger. J'avais de beaux vêtements alors qu'elle n'en avait presque pas. Je l'ai vue faire sacrifice après sacrifice, toujours avec un sourire sur le visage. Honnêtement, je l'ai toujours vue comme un ange déguisé en être humain. La seule fois où elle m'a crié dessus, j'avais 16 ans. Je l'ai vue tomber malade et pourtant continuer à travailler. J'ai voulu l'aider en cherchant un emploi, mais elle s'est mise en colère et m'a dit que ce n'était pas mon rôle de m'occuper d'elle, que c'était à elle de s'occuper de moi. Elle voulait que j'aie de bonnes notes, que j'entre dans une bonne université. C'était sa seule façon de me protéger une fois qu'elle ne serait plus là. Même à l'université, elle ne voulait pas que je travaille. Elle voulait que je me concentre sur mes études. Mais elle a insisté pour que je fasse du bénévolat, pour que je devienne un adulte capable d'utiliser ses mains et de faire face à la réalité. C'est justement pendant un travail bénévole que j'ai rencontré ma femme. Elle est une bonne personne, mais elle n'a jamais eu de relation proche avec ses parents ou ses frères et sœurs. Pourtant, elle a adoré ma mère dès la première rencontre. À une époque, je croyais même qu'elle aimait plus ma mère que moi et on en riait. Au fond, je crois qu'elle cherchait ce lien mère-fille qu'elle n'a jamais eu avec sa propre mère. Après mes études, j'ai trouvé un emploi. Nous avons emménagé ensemble, mais elle n'aimait pas le fait que j'appelle ma mère tous les jours. Les appels duraient entre 10 et 15 minutes, mais avec le temps, elle a cessé de faire des remarques. 2 ans plus tard, j'ai acheté une maison pour ma mère. Nous n'avions jamais eu de maison à nous, toujours en location, déménageant d'un appartement à l'autre. Pour tous les sacrifices qu'elle avait faits, c'était le minimum que je pouvais faire. Et pour moi, ce n'était pas négociable. C'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé avec ma compagne de l'époque. Elle voulait que je pense davantage à nous. Je lui ai expliqué que c'était mon rêve depuis l'enfance d'acheter une maison à ma mère, et que je comptais le réaliser. Mais elle s'est plainte à ma mère. Le détail, c'est que ma mère ne savait même pas que la maison était un cadeau, c'était une surprise pour son anniversaire. Mais à cause de l'attitude de ma compagne, ma mère s'est sentie mal à l'aise de recevoir cette maison. Elle a dit que ce n'était pas nécessaire, que nous pouvions l'utiliser ensemble après le mariage. J'étais furieux. J'ai dit à ma mère que la maison était à elle, qu'elle en faisait ce qu'elle voulait, mais qu'il était grand temps qu'elle pense enfin à elle-même. Notre relation a survécu à cet épisode. On s'est mariés et ensuite on a acheté notre propre maison. Tout allait bien jusqu'à il y a 2 mois, quand ma mère est tombée malade. J'ai voulu qu'elle vienne vivre avec nous pour que je puisse m'occuper d'elle, mais ma femme a refusé. J'ai alors décidé de louer un appartement avec mon propre argent juste à côté de notre maison, pour pouvoir être proche et m'occuper d'elle. Mais même cette idée n'a pas plu à ma femme. Nous n'avons pas encore d'enfants. Nous travaillons tous les deux. Normalement, je rentre à la maison à 6 heures, mais depuis que ma mère est malade, je passe la voir avant, j'arrive vers 8 heures. Le week-end, je passe 1 ou 2 heures avec elle, et le reste du temps est dédié à ma femme. Nous sortons, je l'accompagne dans ses loisirs alors qu'elle n'a jamais fait l'inverse pour moi. Il y a 2 jours, elle m'a dit qu'après mûre réflexion, elle pense que je donne trop de priorité à ma mère. Elle m'a dit que je devais choisir entre ma mère et la vie qu'elle veut construire avec moi. La vérité, c'est que je ne l'ai jamais laissée de côté. On travaille tous les deux, mais c'est moi qui cuisine. Je paie quelqu'un pour faire le ménage. Je prends soin de préparer les plats qu'elle aime. Elle ne sait même pas ce que moi j'aime manger, parce que je ne me plains jamais. Je lui prépare des bains, je lui fais des massages, je lui offre des fleurs, j'écris des poèmes que je cache dans la maison pour qu'elle les découvre. On part en week-end 1 fois par mois. Je gagne bien plus qu'elle. Je lui ai dit de garder son propre argent, et je couvre toutes les dépenses y compris les siennes. Je l'écoute toujours et je prends ses opinions en compte. Je pense être quelqu'un de flexible, car je change souvent d'avis pour m'adapter à ses choix. Mais je commence à réaliser qu'elle essaie de me contrôler complètement. Et le seul point sur lequel je ne cède pas, c'est ma relation avec ma mère. C'est pourquoi je vais avoir une conversation avec elle pour établir des limites très claires.
Si elle ne veut pas les accepter, alors oui. Nous divorcerons. J'avais juste besoin de sortir tout ça de ma poitrine. Mise à jour 1. Avant de confronter ma femme, j'ai pris le temps de réfléchir, et je suis arrivé à la conclusion que je ne permettrai plus jamais à qui que ce soit de me dire quelle relation je dois avoir avec ma mère ou combien de temps je dois lui consacrer. Alors j'ai décidé de répondre à son ultimatum. Mais avant ça, je lui ai demandé s'il y avait une autre raison qui l'avait poussé à me mettre dans cette situation. Elle a dit que non. Je lui ai demandé si, en dehors de ce qu'elle avait déjà exprimé, il y avait autre chose qu'elle n'osait pas dire. Elle m'a répondu non, qu'il n'y avait rien d'autre, et m'a demandé d'aller droit au but. Alors je lui ai dit que je voulais divorcer. Elle est restée figée. Je crois qu'elle était sous le choc, parce qu'elle ne disait rien, elle me fixait simplement. J'ai tout sorti. Je lui ai dit que nos valeurs étaient trop différentes, que j'étais en train de vivre le pire moment de ma vie, que ma mère était malade, qu'on avait fait plusieurs examens sans savoir encore ce qu'elle avait. Et que nous ne pouvions même pas consulter l'historique médical de la famille, car ma mère était orpheline. Je ressens une angoisse immense rien qu'à l'idée que, du jour au lendemain, je pourrais me retrouver complètement seul au monde. Oui, seul au monde. Parce qu'en ce moment difficile, tout ce dont j'avais besoin, c'était de soutien. Mais si ma propre femme pense que je dois accorder moins d'attention à ma mère justement maintenant, au moment où elle a le plus besoin de moi, alors il est temps que nous suivions des chemins différents. Elle ne disait toujours rien. Je lui ai dit que j'allais à l'hôtel pour l'instant, et que nous parlerions plus tard de la manière dont nous allions organiser la séparation. J'ai pris quelques affaires et je suis parti. Le lendemain, en allant voir ma mère, elle a remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais je ne pouvais pas lui dire que j'étais en train de me séparer de ma femme, je ne voulais pas qu'elle pense que notre mariage se terminait à cause d'elle, surtout maintenant qu'elle est malade. Je ne voulais pas lui causer encore plus de peine. D'ailleurs, je ne parle jamais de mes problèmes de couple à ma mère, alors elle ne connaît aucun de nos conflits. Et honnêtement, elle aime ma femme profondément. Ma femme traite ma mère comme si c'était la sienne. Elle l'appelle maman. Quand elle est malade, elle court chez ma mère pour être soignée. Ça m'a toujours fait un peu mal, comme si je ne suffisais pas à ses yeux. Mais elle disait que ce n'était pas pareil, que l'amour d'une mère était unique. À l'époque, j'ai compris. Je pensais que c'était sa façon à elle de construire un lien mère-fille qu'elle n'avait jamais eu. Elle m'avait même raconté que sa mère lui avait dit qu'elle n'aurait jamais dû naître. Qu'elle était un accident. Et qu'elle regrettait de ne pas être allée jusqu'au bout. Seule une personne monstrueuse peut dire ça à sa propre fille. C'est pourquoi je n'ai jamais rien dit quand elle cherchait l'attention de ma mère. Après tout, j'avais reçu tellement d'amour d'elle que je pouvais en partager avec ceux qui en manquaient. Quand je suis parti à la fac, ma mère est devenue famille d'accueil pour des enfants en situation de vulnérabilité. Elle l'a fait jusqu'à il y a 2 ans. J'ai toujours aimé ces enfants. Je suis toujours en contact avec plusieurs d'entre eux aujourd'hui, et je les considère comme mes frères. Chaque année, nous prenions une semaine de vacances ensemble, ma mère, les enfants, ma femme et moi. Normalement, je prends 2 mois de congé par an. 6 semaines sont entièrement dédiées à ma femme. Mais les 2 semaines que je passe avec ma mère et ses enfants, c'était trop haut pour elle. Enfin, je m'égare. Quand ma mère m'a dit que ma femme n'était pas passée la voir ce jour-là, je suis rentré chez nous, inquiet. J'ai trouvé ma femme dans la salle de bain, toujours habillée, les yeux rouges comme si elle avait pleuré tout ce temps. La voir comme ça m'a brisé le cœur. Je l'ai aidée à sortir de là, et cette femme si fière s'est effondrée devant moi dans un torrent de larmes. Je ne sais pas si elle a pleuré 1 ou 2 heures, mais ça semblait ne jamais finir. Elle se calmait, puis recommençait à pleurer. Je suis resté silencieux. Finalement, elle m'a dit qu'au fond, elle n'avait jamais voulu que je m'éloigne de ma mère. Elle a toujours été jalouse de notre relation, jalouse de l'attention que ma mère donne aux autres enfants. Elle sait que ce n'est pas rationnel, mais elle ne peut pas s'en empêcher, elle voulait être la numéro 1 dans le cœur de ma mère. Pour elle, c'était comme une compétition. Et quand j'ai décidé de prendre soin de ma mère, elle ne voulait pas que ce soit moi qui le fasse. Honnêtement, ça m'a mis en colère, même si je n'ai rien dit. Je me suis demandé si j'étais face à une personne instable. Nous parlions d'une femme gravement malade, et elle ne pensait qu'à sa rivale même si cela signifiait saboter ma relation avec ma mère et nous pousser au bord du divorce. Elle m'a dit qu'elle était très envieuse de moi, qu'elle aurait voulu être à ma place. Que si elle avait eu le choix, elle aurait préféré être la fille de ma mère plutôt que ma femme même si j'étais l'amour de sa vie, le seul homme qu'elle ait jamais connu.
Elle a ajouté que, même si le monde s'écroulait autour de moi, je resterais stoïque. Que je vis comme si je n'avais besoin de personne. Que je donne tout aux autres, mais que je ne sais pas laisser les autres entrer en moi. Et qu'elle n'y est jamais parvenue, seule ma mère y est arrivée. À ce moment-là, je ne savais pas quoi dire. Je suis resté bloqué sur cette idée de compétition et je n'ai pas immédiatement perçu la profondeur de ce qu'elle me révélait. Malgré tout, je suis resté auprès d'elle jusqu'au bout. Je l'ai accompagnée jusqu'au lit, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis je suis allé dormir dans une autre chambre. Le lendemain matin, elle se comportait comme si rien ne s'était passé. Elle était redevenue elle-même. Elle m'a dit que je ne devais pas avoir pitié d'elle. Je lui ai répondu que ce n'était pas de la pitié, c'était de l'amour. Qu'elle était encore ma femme. Elle est partie au travail. Moi aussi, mais j'ai décidé de rester à l'hôtel pour l'instant. Pendant ce temps, je n'ai cessé de me demander. Qu'est-ce que j'ai pu faire, dire ou être pour qu'elle en arrive à penser tout ça? Au fond, je crois qu'elle a raison. C'est un mécanisme de défense que j'ai développé dans mon enfance. Je n'ai jamais vécu assez longtemps au même endroit pour me faire des amis. C'était douloureux de devoir déménager sans cesse. Entre mes 5 et 15 ans, j'ai déménagé plus de 50 fois. D'un appartement à l'autre, d'une chambre d'hôtel à une autre. Je crois que, depuis ce temps, j'ai toujours vécu mes relations comme si elles étaient temporaires. Comme si je n'étais là que de passage. Je n'ai jamais vraiment déballé mes valises. Parce qu'au fond de moi, j'ai toujours su qu'à tout moment, on pouvait me dire de partir. Mise à jour 2. J'ai eu une séance plus tôt aujourd'hui avec ma thérapeute. Elle est très impliquée et c'est quelque chose que je remarque clairement. Par exemple, parfois, elle se met en colère à ma place, dans des situations où c'est moi qui aurais légitimement dû me sentir en colère. D'autres fois, elle réagit d'une manière qui me fait réaliser que ce que j'ai vécu était bien plus grave que je ne l'imaginais moi-même. C'est une psychothérapeute vraiment excellente. Nos séances sont épuisantes, lourdes, mais en même temps revitalisantes. Parce qu'en général, c'est moi qui écoute les autres, qui les soutient. Personne ne connaît mes traumatismes ni mes douleurs et ce n'est la faute de personne. Je ne me sens tout simplement pas à l'aise de recevoir de l'empathie ou de la compassion. Mais cette thérapeute, elle me met au défi constamment. Le seul problème, c'est qu'elle montre plus d'émotion en entendant mon histoire, que moi-même. Aujourd'hui, par exemple, c'était une séance particulièrement marquante. Nous parlions de l'entreprise que j'ai fondée, et lorsque j'ai raconté les détails de mon parcours, elle s'est mise à pleurer. Elle essayait de cacher ses larmes, et moi, j'ai fait semblant de ne rien voir, parce que c'était vraiment embarrassant. Alors je me demande, est-ce que c'est courant? Ou est-ce quelque chose d'inhabituel? C'est la première thérapeute que j'ai eue, donc je n'ai aucune référence sur ce qui est normal ou acceptable dans ce genre de situation. À propos de ma femme. Après avoir perdu le bébé, oui, elle était belle et bien enceinte, j'ai dû m'occuper d'elle, parce qu'elle n'en était pas capable elle-même. Après tout ce qui s'était passé, le seul sentiment que je portais en moi, c'était de la colère et de la haine. Mais, comme je l'ai dit la dernière fois, si quelque chose est assez fragile pour se briser, il ne vous reste plus qu'à le traiter avec délicatesse. Je ne voulais pas qu'elle se brise. Je ne voulais pas l'abandonner au pire moment de sa vie, alors j'ai fait mon devoir de mari. Malgré cela, sa santé mentale n'a cessé de se dégrader. Elle croyait encore être enceinte. Elle parlait seule. Une nuit, elle a eu un épisode délirant, m'a confondu avec son père et a cru que j'allais lui faire du mal. J'ai dû appeler les urgences. Après une évaluation, le psychiatre a recommandé une hospitalisation. Et c'est ce que j'ai fait. Elle est restée internée 6 semaines. On lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité. Les médecins soupçonnent également un trouble délirant, et pensent qu'elle a subi de graves abus dans son enfance. Mais c'est tout ce qu'ils ont pu me dire. Elle ne voulait voir personne. Elle a proposé qu'on communique par lettre. À chaque visite, je recevais une lettre de sa part. Et le lendemain, je lui laissais la mienne. Ça semble fou, je sais. Mais j'ai l'impression que pendant ces 2 mois, je l'ai connue mieux qu'en 10 ans de vie commune. Ça m'a rappelé la belle personne qu'elle était autrefois malgré tous ses défauts. Elle voyageait pour aider à construire des écoles, des puits, ou n'importe quel projet qui pouvait améliorer la vie de personnes vulnérables. Elle ne se contentait pas de faire des dons, elle mettait vraiment la main à la pâte. C'était le genre de personne qui aidait un étranger perdu à prendre le bon train, même si cela signifiait rater le sien. Honnêtement,
elle était une véritable mine d'or de ressources et de bonté. Même quand nous avions déjà de l'argent, nous continuions à prendre les transports en commun, juste pour nous rappeler l'époque où nous n'avions rien, et pour célébrer le simple fait de nous avoir l'un l'autre. Nous partions en voyage avec presque rien, défiant la vie, essayant de voir jusqu'où nous pouvions aller avec si peu. C'étaient les plus beaux moments de notre vie. Nous étions unis. Amoureux. Et nous croyions que rien ne pourrait nous briser. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis? Nous avons tenté de comprendre cela dans les lettres que nous avons échangées. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais l'essentiel, c'est qu'elle a reconnu ses torts et moi les miens. Elle assume pleinement les conséquences de tout ce qu'elle a fait. Elle m'a présenté des excuses pour la façon dont elle m'a traité, et elle sait que la seule issue possible aujourd'hui, c'est le divorce. Elle doit se soigner, travailler sur elle-même. Elle dit qu'elle a un long chemin à parcourir et que ce ne serait pas juste pour moi de rester à ses côtés maintenant. Elle a aussi dit que, vu son état actuel, elle ne me laisserait pas prendre l'initiative du divorce, que cette décision devait venir d'elle. Qu'il y a des batailles qu'elle doit mener seule, car c'est la seule façon pour elle de devenir un jour la meilleure version d'elle-même. Elle ne sait pas combien de temps cela prendra, mais si elle y parvient et si je n'ai pas refait ma vie, alors elle serait heureuse de tenter un nouveau départ avec moi. J'ai toujours cru qu'il valait mieux réparer ce qui est cassé que de le jeter. Mais j'ai appris que cela ne fonctionne pas avec les êtres humains. On ne peut pas réparer quelqu'un qui ne veut pas l'être. Et la vérité, c'est que je n'aurais pas eu la force de le faire, parce que je mets toute l'énergie qu'il me reste à essayer de me réparer moi-même. Si ma femme n'avait pas pris la décision qu'elle a prise, j'aurais probablement moi-même demandé le divorce. Mais paradoxalement, c'est justement parce qu'elle a pris cette décision, que j'ai compris qu'il restait encore un espoir pour nous. Alors je lui ai proposé une séparation, au lieu d'un divorce. Nous avons convenu que dans un an, si nous voulons toujours divorcer, ce sera fait. Mais si nous croyons encore à la possibilité d'une relation saine, alors nous nous redécouvrirons, réapprendrons à communiquer et essaierons de faire les choses autrement. Elle a accepté. Elle a dit que c'était exactement ce qu'elle espérait. Quand elle est sortie de l'hôpital, elle ne voulait pas me voir, elle disait que si elle me voyait, elle n'aurait pas la force de tenir ses résolutions. De mon côté, je n'avais pas encore dépassé tous les ressentiments liés à ce qui s'était passé avant l'hospitalisation. Alors, au final, c'était mieux ainsi, pour nous deux. Nous avons décidé de continuer à nous écrire. Et pour l'instant, cela me suffit. Elle a pu voir ma mère. Puis elle m'a écrit pour me raconter ce que ma mère lui avait dit. Qu'elle serait toujours une figure maternelle pour elle, malgré les erreurs qu'elle avait pu commettre. Et qu'elle n'avait pas besoin de rivaliser pour son amour. Car cet amour lui appartenait déjà et lui appartiendrait toujours. Ma femme m'a demandé si c'était d'accord qu'elle reste en contact avec ma mère. Je lui ai répondu que c'était entre elles deux. Qu'elle n'avait pas besoin de mon autorisation. Mais la vérité, c'est qu'elles ne se verront probablement pas souvent. Car j'ai décidé de déménager dans un autre pays avec ma mère. Pour qu'elle puisse être soignée dans l'un des meilleurs hôpitaux du monde, qui se trouve en Europe. À propos de moi. Cela fait presque un mois que j'ai déménagé. Nous sommes originaires de France, et j'apprends à déléguer mon travail. C'était une décision que j'ai prise pendant ma thérapie. J'avais besoin de cette thérapie et c'est surtout grâce à vous que j'en ai pris conscience. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Les séances étaient si intenses et épuisantes qu'au début, je n'avais plus la force de faire quoi que ce soit en sortant du cabinet. Mais avec le temps, ça s'est amélioré. Aujourd'hui, je travaille à distance, et je retourne en France une fois par semaine pour régler des affaires professionnelles et continuer mes séances, parce que je ne veux pas changer de thérapeute. J'ai enfin réussi à me consacrer un peu de temps rien qu'à moi et honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien. Un de mes frères d'accueil a voulu venir avec nous en Allemagne, comme il travaille aussi à distance. Il m'aide énormément. En résumé, je me sens un peu mieux chaque jour. À propos de ma mère. C'est probablement le sujet le plus difficile à aborder. Et j'avoue que je n'ai pas très envie d'en parler. Mais je pense que le faire ici peut être une bonne répétition avant de pouvoir en parler dans la vraie vie. Il y a quelques années, on vivait de petit appartement en petit appartement, d'hôtel en hôtel. C'était l'une des pires périodes de notre vie. Le gouvernement nous trouvait toujours un endroit où dormir, parce que nous étions une mère célibataire et un enfant. Ce n'était pas stable, on devait sans cesse changer d'endroit, mais c'était toujours mieux que de dormir dehors. Ma mère a toujours été et est toujours une très belle femme.
Et il y a eu des moments où on lui a fait des propositions sexuelles en échange d'un logement. Juste devant mes yeux. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a vécu avec mon père. Mais elle n'a jamais voulu se remettre avec quelqu'un. Elle disait que la mort n'interrompait pas une histoire d'amour, elle la transformait simplement. Et qu'elle continuait d'exister. Il y avait une association qui s'occupait de nous. Qui nous aidait toujours à trouver un endroit où dormir pour la nuit. Un jour, un des responsables de l'accueil nous a dit que nous pouvions rester quelques jours chez lui, en attendant qu'il trouve quelque chose de mieux, car l'hôtel dans lequel nous étions avait des conditions insalubres. Ma mère ne voulait pas y aller. Mais je l'ai convaincue parce que l'idée de dormir dans un lit chaud était tout ce à quoi je pouvais penser. Après le dîner chez lui, il a commencé à faire des avances à ma mère. Elle l'a tout de suite repoussé. Alors il a dit que si on n'acceptait pas, on devrait partir. Nous sommes partis. Nous sommes retournés à l'hôtel. Mais notre chambre avait déjà été donnée. On ne pouvait rien faire, du moins, pas cette nuit-là. Alors on a décidé de dormir dans la rue. Au beau milieu de la nuit, alors que nous dormions. Un groupe d'hommes nous a réveillés en essayant d'agresser ma mère. Ils m'ont frappé si violemment que j'ai eu peur d'essayer d'intervenir. D'autres hommes, je pense qu'ils sortaient d'une fête, ont entendu les cris et sont venus à notre secours. Nos agresseurs ont pris la fuite. Pendant des années, j'ai dit qu'ils avaient presque agressé ma mère. Je l'ai tellement répété que j'ai fini par y croire. Mais la vérité, c'est que ma mère a été agressée devant mes yeux. Et je n'ai rien pu faire. Maintenant, je l'ai enfin dit. Ma mère a été agressée devant moi et je n'ai rien fait. Si, ce soir-là, on s'était pris dans les bras pour pleurer ensemble, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais non. Elle s'est simplement relevée, m'a pris par le bras et a dit. Ici, ce n'est pas sûr. Il faut qu'on trouve un autre endroit. Et c'est tout. Nous n'avons plus jamais reparlé de ce soir-là. On a continué à vivre comme si rien ne s'était passé. Et avec le temps, les choses se sont arrangées. Elle a travaillé dur pour que je réussisse. Elle a investi tout l'argent qu'elle avait gagné dans mon projet. Et aujourd'hui, je lui dois l'entreprise que j'ai bâtie. Comment a-t-elle survécu à l'enfer qu'elle a traversé? Depuis que j'ai enfin accepté l'idée qu'elle avait été agressée. Tout ce que je veux, c'est en parler avec elle. Mais je sais que ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos d'elle. C'est elle qui a traversé le pire. J'aimerais vraiment parler avec elle de cette nuit-là. Mais je ne sais pas si quelque chose de bon pourrait en ressortir. Tant d'années plus tard. Et voilà. Il n'y a rien d'autre. Pour l'instant, sa santé s'améliore. L'avenir semble plus prometteur qu'il y a quelques mois. Bon. Je crois que c'est tout. À tous ceux qui m'ont accompagné dans les moments difficiles. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite que tout ce qui vous attend dans la vie soit encore meilleur que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. Commentaire Madame Reddit. Parfois, la vie nous apprend que l'amour véritable ne se trouve pas dans ce que les gens disent mais dans ce qu'ils portent en silence. Cette histoire parle de courage, de perte, de reconstruction et, plus que tout, de ne pas renoncer à aimer, même quand tout semble brisé. Puisse chacun de nous, un jour, trouver la force de protéger ceux qui nous ont protégés.